Radio Paris est gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission Radio Paris est gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif. Au programme de l'émission du jour, on va parler de Paris sportif vu par un néophyte passionné de sport. Cela sera Pierre-Yves, que je vais accueillir et qui travaille avec moi à Radio Évasion et c'est un fan de sport. Et ensuite, on finira par un coaching avec lui parce que Nathan est en vacances. Coucou à Nathan. Allez, sans plus tarder, on commence l'émission avec la présentation de Pierre-Yves. Allez, c'est parti pour l'émission du jour. On va parler donc des paris sportifs avec Pierre-Yves. Donc bonjour Pierre-Yves. Mais bonjour à toi Benoît. Donc, que c'est étrange de se retrouver dans cette émission. Voilà, c'est ça. Parce que pour tout vous dire, je fais aussi une autre émission sur la chaîne où je m'occupe un petit peu des sports. Et Pierre-Yves, il est l'animateur de cette émission. Voilà, c'est pour ça qu'on se connaît un minimum. Donc Pierre-Yves, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs ? Eh bien, alors bonjour tout d'abord à tous les auditeurs. Alors, de Paris gagnant. Alors, je suis animateur sur Radio Évasion, donc je présente 3 émissions par semaine où j'interviens avec toi sur les sports, le mercredi, le jeudi où je parle d'environnement. Voilà, des choses qui arrivent. Il faut parler d'autre chose que de foot et de sport dans la vie. C'est ton côté colo ? C'est ça, c'est mon côté vert. C'est mon côté vert. Saint-Étienne ? Non, rien à voir. Non, pas du tout. Non, côté vert, pas mûr quoi. Ok, ça marche. Justement, c'est quoi ton sport préféré ? Le sport préféré, évidemment, ça va être le foot, avec une histoire d'amour avec le Stade Brestois qui ne dépérit pas, qui reste au travers des âges. Une histoire qui a commencé au début des années 90, quand le Stade était en Division 1. C'est ça, c'était le Brest Armorique à l'époque. C'était le Brest Armorique, avec Maurice Bouquet, pour les connaisseurs. Paul Le Guen, Bernard Lama, après, David Ginola. Patrick Colletter. On va dire que c'était la succursale du PSG un peu. C'était un peu, c'était un peu le centre de formation du PSG. Ok, donc le foot, on a bien compris avec le Stade Brestois. Donc aujourd'hui, je t'ai invité dans l'émission. On se croise dans les studios. Et je voulais un petit peu voir avec toi la vision que tu avais des paris sportifs d'un côté un peu extérieur, parce que tu m'arrêtes si je me trompe, je crois qu'aujourd'hui tu paries pas vraiment. Non, mais pas voilà, du tout. Pas du tout. Voilà, donc comme ça c'est clair. Et je voulais voir avec toi, quel regard as-tu sur ce monde un petit peu des paris sportifs ? Eh ben, j'ai tendance à voir ça comme un monde parallèle. Tu vois, un monde parallèle, mais à côté, toujours donc focalisé sur cette passion du sport, mais un monde parallèle où finalement, c'est une autre manière d'envisager sa passion du sport. Parce qu'on peut suivre le sport de différentes manières. On peut être focalisé sur un club, on peut être focalisé aussi sur un sport précis. Tout à fait. Et le monde du pari sportif, en tout cas, je pense, amène à réfléchir le sport par plein d'autres angles différents. Et ce qui est tout à fait intéressant, je pense, dans la manière de traiter le sport par l'angle des paris sportifs, c'est la notion de l'utilisation, mais à fond, des statistiques. Je trouve ça tout à fait passionnant. Mais c'est vrai, ça fait partie des paris sportifs. Les stats, c'est vrai que c'est là que les gens ne comprennent pas que, ok, il y a le sport, il y a ce que tu vois aussi sur le terrain, mais il y a toute l'analyse que tu as en amont. Et c'est pour ça que ça se rapproche aussi. Il y a des mathématiques, il y a des probas. Et si tu n'as pas compris ça, tu considères que les paris sportifs, c'est du loto national, c'est du jeu de grattage. En fait, c'est du pif, quoi. C'est du hasard. Alors oui, sans doute avant de te connaître, de voir que c'est possible. De voir que tu avais aussi développé un projet complètement atypique, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, je ne connais personne dans le secteur qui vit du pari sportif. Et non, avant, clairement, c'était juste une question c'était au PMU, quoi. Non, c'est bien ça, sûr. c'était le loto sportif, c'était les émissions après Téléfoot, et puis ou je sais pas, Emmanuel Petit qui vient nous faire un pronostic, tu vois, enfin tu sais pas d'où ça sort. Voilà, et puis vu aussi comme un business, clairement avec quelques grandes structures qui chapeautent tout ça, et un écosystème dans lequel tu ne penserais pas qu'il y ait des gens qui puissent en vivre. Vraiment, c'est la chose que je me disais avant de connaître Benoît Tréron.
menton. Mais c'est ça, c'est que en fait, ce qui est c'est inconnu en fait. Donc si l'inconnu fait peur, et c'est pour ça que certaines personnes mettent un peu des barrières tout de suite quand on leur parle des paris sportifs, tout simplement parce qu'elles connaissent pas le domaine et le milieu. Il faut savoir que les paris sportifs, c'est une institution chez nos amis anglo-saxons. Donc voilà, nous on est des lattes, hein, c'est encore différent, mais ça commence à venir, et je crois que voilà, tu le vois aussi parce que tu aimes bien le sport, donc tu le vois à travers les pubs, à la télévision. C'est quand même un phénomène aujourd'hui un peu de société qui commence à monter, à progresser. Qu'est-ce que tu en penses mais de ça? pas selon ton angle, pas selon ta perception des choses. Voilà, c'est plutôt une récréation. Ton initiative, ton projet demande à être, je pense, plus connu, plus valorisé, plus que des grandes marques comme c'est la situation actuelle. Que tu vois à la télé, on peut en citer, enfin il faut en citer plusieurs, mais Bwin, PMU, Unibet, tout ça, BetClick, mais ces sociétés-là, pardon, est-ce que elles aiment les gagnants? C'est ça la question. Je pense qu'elles aiment faire de l'argent déjà. Voilà. Et donc, pas forcément avec les gagnants. Donc, c'est ça qui est un petit peu ambigu. C'est que, voilà, elle te parle de paris sportifs. Elle te parle de. Mais c'est rarement qu'elle mette en avant les gagnants. D'ailleurs, jamais dans les pubs. Tu vois, jamais. Tu vois le fait d'être gagnant. Ouais, quelqu'un regarde un match, il se lève parce qu'il y a un but et tout. Mais ils mettent jamais en avant sinon les vrais gagnants. Ça t'en as jamais vu. Enfin, tu vois pas les perdants non plus parce que ce serait contre-productif. Mais c'est ça qui est dingue quand même. Tu vois, c'est les sociétés, elles préfèrent les perdants aux gagnants parce que c'est leur business, tout simplement. Et c'est ça qui est un petit peu. Alors, c'est l'ambiguïté qu'il y a dans les paris sportifs aujourd'hui. Alors moi, je me bats contre ça. C'est pas que je me bats contre ça, mais voilà, j'explique qu'il y a. On peut gagner. Voilà, on peut gagner. Vous avez déjà vu dans d'autres émissions où Seb est intervenu, où j'ai eu James qui est intervenu aussi l'autre jour, c'était sur le rugby, et vous avez bien entendu qu'eux, ils gagnent aussi de l'argent. Donc voilà, petit à petit, en amenant des témoignages, en amenant d'autres personnes que moi qui sont dans ce milieu-là, qui arrivent à en vivre, bon, bah, j'espère que ça fait le chemin dans la tête. Toi, est-ce que ça t'a étonné justement quand on t'a dit que c'était possible de gagner de l'argent dans les paris sportifs? Dans un premier temps, oui, clairement. Enfin, tu ne te dis pas 30 secondes. Enfin, voilà, pour dégager des revenus, il faut quand même aussi, à un moment donné, récupérer un capital aussi qui permet de jouer. Ouais, ça demande quand même une gestion financière relativement équilibrée et saine. Et quand tu penses paris sportif, équilibré et sain, c'est pas forcément le truc qui te vient à l'esprit. Vas-y, tu penses à quoi? Tu penses à quoi? Drogue? Non, tu penses à des mises, je sais pas, des gens qui vont mettre plein de sous d'un seul coup sur un truc complètement farfelu. Tu penses pas à quelque chose de ça, forcément. D'accord. Style, non mais c'est sûr, voilà, c'est toujours. C'est pour ça que je voulais faire un peu ce débat, et parce que j'invite toujours des gens qui sont dans le milieu, voilà, des gens qui réussissent à vivre de leur passion, mais j'avais jamais invité quelqu'un qui n'est pas dans le domaine, et je trouvais ça très intéressant. Toi, par exemple, si tu étais amené à faire du pari sportif, quel sport tu choisirais? Alors, un sport où tu pourrais, a priori, avoir pas mal d'indicateurs et de statistiques. Alors, tu penses à... Je pense au basket. Au basket, ok. Je pense au basket où tu as... on a quand même assez facilement... En plus, dans le basket, la stat est quand même quelque chose d'hyper révélateur. Quand tu suis un match de basket, quand tu suis une saison, tu es forcément en train de suivre ça derrière des statistiques individuelles et collectives. Et c'est dans la culture du sport lui-même. Je pense au hockey sur glace aussi, où on en tire même des expressions qui sont devenues courantes dans le langage sportif. On parle de clean sheet. Donc, comme quoi, c'est révélateur de l'importance des stats, quoi. Après, là, c'est marrant, tu m'as cité ces deux sports qui sont. Ça fait partie des deux plus gros sports américains, que sont le hockey, la basket, mais aussi le football américain. Et le baseball. Et le baseball. Tous ces sports-là ont énormément de statistiques. Par exemple, au basket, on en parlait là. On accorde beaucoup d'importance au nombre de possessions de balles que tu as dans un match, parce que forcément, le nombre de possessions de balles va induire le nombre de points que tu peux marquer. Et ça fait partie de l'algorithme des bookmakers, justement, pour sortir la cotation du basket. Donc, dans tous les sports, on va dire qu'aujourd'hui, la stat est roi. D'ailleurs, toi, tu m'as parlé tout à l'heure, tu parlais d'Opta.
Ouais, d'Optastat. Que tu regardes, je crois que tu as abonné. Enfin, le compte Twitter. Compte Twitter, voilà. C'est souvent des stats qui sont croustillantes et révélatrices. Ça t'aime bien. Et donc Opta, c'est vrai que c'est une société qui fournit les stats. Par exemple, quand j'avais été invité à Bein Sport, le journaliste là, avant l'Euro m'avait parlé. Et tu travailles avec Opta? J'avais dit non, je travaille pas avec Opta parce que de toute façon, ça coûte des milliers d'euros d'être abonné tous les mois à Opta pour avoir des statistiques. Puis moi, je me débrouille autrement avec d'autres sites. Mais eux, ils travaillent avec ça. Et tous les grands clubs travaillent avec Opta. Et d'ailleurs, ils viennent de mettre au point, pour avoir vraiment des choses précises sur les joueurs, ils ont des petits capteurs qu'ils mettent sur chaque joueur pour que les clubs aient exactement tout ce que fait le joueur sur un terrain, et ça leur permet d'utiliser ça après pour voir la compétitivité de leur joueur ou pas. Voilà, ça a été mis au point dernièrement, et tous les grands clubs sont en train de s'équiper de ça, ce qui est intéressant. Et la statistique aussi dans le foot aujourd'hui, voilà, c'est un secteur où il y a énormément de stats. Je ne sais pas si tu te rappelles, avant, quand tu regardes un match de foot, tu n'avais pas tout ça sur le match. C'est Canal qui a commencé avec ça, mais maintenant, tu as des stats partout. Même l'équipe 21, bon, ils n'ont pas les droits, mais ils prennent un paperboard, ils te refont les actions du match sur papier avec voilà, le pourcentage de possession. Donc, les statistiques font partie intégrante des paris sportifs aujourd'hui. C'est vraiment important quand vous analysez un match, un bon parieur, un bon analyste, quand il fait une démonstration, voilà, il s'appuie aussi forcément sur des statistiques, en plus après de s'appuyer sur la compo d'équipe, les joueurs, le calendrier. Et d'ailleurs, je vous en parlerai bientôt. Je n'en ai pas parlé non plus, mais j'ai pas trouvé, c'est un membre de mon club qui m'a partagé un fichier où en fait ils ont analysé tous les matchs des 5 plus gros championnats. Où une équipe, en fait, où une des deux équipes avait 2 jours de repos, où elles avaient 2 jours de repos toutes les deux, où une équipe avait 1 jour de repos de plus, 2 jours de repos de plus. Et c'est impressionnant comment la fatigue joue sur les résultats d'une équipe. Et là, vraiment, ça m'a sauté. Il y a 27 000 matchs qu'ils ont analysés. Et je vous en ferai part, il faut que j'analyse tout ça, hein, c'est en anglais. Et c'est assez incroyable. Et tu vois le pourcentage de. Quand une équipe a 2 jours de repos, une autre 4, mais les victoires à l'extérieur, mais elles s'effondrent de moitié par rapport à la norme. C'est quelque chose de vraiment impressionnant. Donc ça, je vous en reparlerai parce que c'est vraiment, y a vraiment quelque chose à faire, je pense, pour les parieurs. Quand ils ont des stats comme ça, tous les clubs qui jouent en Ligue des Champions, en Europa League, ils sont un petit peu fatigués le week-end d'après. J'en avais déjà parlé, mais alors là, cette étude nous fait vraiment sauter ça aux yeux. Alors, j'avais une autre question pour toi. Aujourd'hui, en France, il y a l'Argel. Tu connais un peu, qu'est-ce que ça... Alors, vaguement. J'en ai entendu récemment parler par certaines affaires. C'est ça, avec un sport qui se joue à la main. À la main. Voilà, et des frères, on ne les citera pas. Oui, ça commence par Kara et ça finit par... Itch. Bon, voilà, je crois qu'on a deviné. Donc l'Argel, oui, l'autorité de régulation des jeux en ligne, c'est un petit peu eux qui font la police... En France, t'avais entendu quoi T'avais entendu du bien? Alors non, là je pourrais te faire peut-être un semblant de message, quoi. Tu vois, une espèce de global, et je ne pense pas que ça contribue à l'essor, en tout cas dans la communication, en tout cas ça ne communique pas l'attrait au paris sportif. Parce qu'il y a quelque chose de sombre qui est renvoyé derrière ça. Tu vois, quand tu vois Argel, tribunal, match truqué, c'est pas forcément positif, quoi. Ça envoie pas du rêve. Donc voilà, de l'extérieur, en tout cas, ça paraît comme quelque chose d'assez noir, c'est occulte, vrai, tu vois. Ouais, mais c'est vrai que ça n'a pas fait forcément de la publicité. Ça, c'est une évidence. Pour les bookmakers, parce que tout de suite on dit oui, les paris sportifs c'est truqué. Alors il faut savoir qu'il y a forcément des matchs dans les paris sportifs truqués. Enfin voilà, je pense pas dans les grands championnats, mais dans des divisions inférieures. D'ailleurs c'est pour ça que l'Argel interdit beaucoup les divisions inférieures, que ce soit au tennis, dans plein de sports, parce que c'est plus comme difficile. C'est pour cela qu'on peut pas parier sur la montée de Concarneau en Ligue 2. Par exemple, ouais, non mais c'est ça. C'est parce que c'est considéré plutôt comme du sport semi-amateur, quoi, on va dire, quelque chose comme ça. Donc plus facile à corrompre les gens. Mais bon, on va dire que c'est dans la société actuelle, hein, quand on voit ce qui se passe en politique, je suis désolé, mais il y a aussi de la corruption et des choses comme ça. Je citerai personne, machin, mais de toute façon... Il y a un dossier Pénélope à l'Argel. Et Pénélope, quand tu regardes dans une glace, ça fait bénévole. Je sais pas si
quand tu l'écris d'une certaine façon. Je crois que c'est quoi en script ou quelque chose comme ça. Ça fait bénévole. J'avais vu ça passer sur Facebook le jour. J'ai rigolé, c'était rigolo. Mais voilà, je veux dire, dans tous les domaines de la société, il y a des choses comme ça. Donc oui, il y a sûrement eu et il y aura toujours de la corruption aussi dans le sport. Mais voilà, faut pas généraliser. Moi, je vois des messages passer en me disant « Ouais, mais Benoît, tout est pourri dans le sport. Comment veux-tu faire ?» Voilà, faut arrêter. Et puis les gens qui vous vendent des fixes, alors ça tu connais peut-être pas, mais les fixes en fait, c'est des gens qui te contactent en disant bah voilà, moi j'ai un match sûr, je sais, parce que j'ai le cousin de mon frère j'ai le cousin de mon frère, ce serait mon cousin aussi, mais j'ai le frère d'un copain à moi où ses meilleurs potes jouent dans ce club-là et apparemment il lâche le match. Enfin, tu sais, les mecs ils te racontent ça, ils te vendent ça $100 le match ou $200, ils te disent vas-y joue dessus, c'est du sûr. Résultat du match, l'équipe en fait elle a gagné alors qu'elle devait perdre. Et c'est des mecs comme ça qui accrochent des gens mais un peu crédules. C'est pratique vraiment. Non mais je te promets, c'est quand même quelque chose de fou. Les membres de mon club, voilà, je les ai déjà prévenus, le savent. Tous ceux qui sont dans le domaine du pari sportif le savent. Mais c'est des conneries, excusez-moi l'expression, si je peux utiliser ce terme. Voilà, donc il faut absolument éviter quand vous voyez quelque chose comme ça. Et oui, ça existe, je te le dis, parce que même moi, il y a quelques années... certaines années sur le championnat italien, ça devait être drôlement intéressant de les avoir ces infos-là par contre. Eh ben regarde, moi quand je bossais chez France Paris Sportif, il y a des fois des matchs nuls en Italie dans des fins de saison qui étaient cotés à une cote de 2 quoi. Alors que d'habitude le match nul c'est coté à une cote de 3,30, quelque chose comme ça. Pourquoi ? Parce que voilà, il y avait une rumeur qui courait ou sûrement quelque chose comme quoi ça arrangeait deux équipes de faire match nul et puis ça allait faire match nul. Et il n'y avait pas tout le temps match nul. Donc tu vois, c'est des bruits et des choses comme ça. Mais le bookmaker faisait ça parce qu'il y avait aussi une énorme prise d'argent, donc forcément ça fait aussi baisser la cote. Il la sortait pas à 2, il la sortait plus haut, mais les gens écrasaient le pari d'argent, donc la cote baissait. C'est l'histoire des vases communicants. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les paris sportifs. Alors est-ce que toi tu vas t'y mettre ? Et qu'est-ce qui te bloquerait dessus ? C'est compliqué parce que j'ai envie de suivre toujours le sport de manière un petit peu fun, un peu. Tu vois, il y a un côté, par certains aspects de ce que je fais à la radio, je préfère garder clairement des distances, quoi. J'ai pas envie non plus de m'investir peut-être sur certaines compétitions, des trucs fun entre potes, genre Coupe du Monde, Euro ou des trucs, voilà, sans prétention. Mais c'est vrai que moi, voir ton boulot, c'est quand même quelque chose d'assez de construit, et puis forcément ça fait un peu fourmi de la statistique, quoi. On est un peu en marge de la société aussi, je dois dire. C'est pour ça que des fois c'est un peu le club des incompris là. Voilà, Joey et tout, mais petit à petit je vois à travers les réseaux sociaux et tout, ça commence à prendre et les gens commencent à prendre conscience qu'il y a quelque chose à faire dans ce milieu-là. Et pour conclure, et d'ailleurs tu pourrais rebondir là-dessus, je suis désolé mais les paris sportifs, pour moi c'est un produit d'investissement et c'est le produit d'investissement de demain. Mais pourquoi je dis ça ? Parce que c'est le seul, pour moi, produit d'investissement qui n'est influencé par aucune chose qui se passe dans le monde. Il peut y avoir la guerre, il peut y avoir des problèmes économiques, les subprimes, tout ce que tu veux. Il n'y aura jamais les paris sportifs resteront toujours stables, tu vois. Alors que par exemple, tu vas investir dans l'immobilier, boum, crise des subprimes, tout se casse la gueule. Tu vas investir dans des actions, je sais pas quelle action, mais une guerre, ça. Tu vois ce que je veux dire, donc. Intéressant cette histoire de produit d'investissement stable, mais c'est du sport, c'est du fun avant tout, non ? Pour toi, c'est du fun. Pour beaucoup de gens, c'est du fun, mais moi, je vois ça comme un produit d'investissement. Voilà. Mais je peux très bien comprendre que la vision, elle soit un petit peu particulière. Mais en tout cas, moi, c'est mon créneau aujourd'hui. C'est pour ça que je vais parler de sport investing et je vais commencer à en parler de plus en plus. Voilà, aux USA, par exemple, c'est ancré dans les mœurs depuis un moment. Du côté de Las Vegas et tout, Billy Walters, par exemple, voilà, lui, il est spécialiste des sports américains et c'est vraiment un pur produit d'investissement. J'ai hâte de voir en deuxième partie d'émission comment on va lier statistiques et résultats sur le terrain. Et ton pari sur... Ouais. D'accord, ça marche. Ouais. Justement, voilà, c'est bonne transition. On voit que tu as l'habitude. Pierre-Yves, on va passer tout de suite au coaching du jour avec toi. Et puis, tu vas nous parler un petit peu du match que tu as sélectionné. Donc, c'est parti pour l'analyse du week-end en Ligue 1. Alors, Pierre-Yves est toujours avec nous. Pierre-Yves, quel match as-tu choisi ? Alors, partons sur OM Rennes.
Alors, OM Rennes, voilà, il y a un club breton, forcément, il fallait que tu choisisses ça, même si c'est pas forcément ton club. Mais c'est une dédicace pour nos copains de Radio Laser qui diffusent l'émission. Voilà, donc, mais ça va pas forcément leur plaire le prono que tu vas donner. Mais après, voilà, faut juste être réaliste par rapport à ce qui peut se passer sur le terrain. Et comme on dit, jamais forcément mettre le cœur en balance, ça peut porter préjudice. Donc je t'écoute sur OM Rennes, qu'est-ce que tu choisis? Alors j'ai essayé de me mettre en mode parieur sportif quand même, essayer C'est ça. Voilà, d'aller glaner des informations. Alors j'ai commencé, j'ai essayé de faire une revue générale de presse. Alors j'ai vu une information, je ne sais pas s'il est pertinente dans le résultat du match, mais en tout cas le Phocéen nous informe, donc le Phocéen, le quotidien marseillais, nous informe qu'il y aura une opération stade rempli. Donc voilà. Du monde. Du public. On s'en fiche ça. Tu sais, jouer à domicile à l'extérieur, ça a toujours son importance. Donc tu vas dire le public sera garni. Le stade. Parce que si le public est garni, je sais pas ce qu'il a consommé. Oh merde, on est d'accord, le stade sera garni. T'as bien fait de me reprendre. Ok, bon, c'est pas un paramètre que je prends. C'était commencé d'une manière tout à fait innovante et sinon, déstabilisatrice. Sinon, je rebondirais sur Monaco. Monaco, il n'y a pas forcément de public qui cartonne à la maison. Voilà. Et pourtant. Donc pour moi, c'est pas forcément une donnée que je prends en compte. Par contre, un terrain neutre, oui, ça peut être pris en compte, mais je vais pas me lancer dans ces explications-là. Donc, ok. Une autre info un peu plus pertinente, s'il te plaît. Alors, l'arbitre, je me suis renseigné sur Frank Schneider. Oui. Et voilà, c'est Frank Schneider. Ok, ça m'intéresse pas. Ah bah, quoique des fois, l'arbitre, il a tendance à mettre plus de biscottes. Quand même il a tendance des fois à mettre plus de biscottes ou pas. Il y a des arbitres. Tu sais que c'est Tony Chaperon, l'arbitre, ça va quand même avoir une incidence. C'est ça. Non, mais c'est vrai que ça peut. Ça peut jouer. Ça peut jouer. Voilà. Alors après, étant newbie, débutant, même plus que débutant, j'ai été faire un petit tour voir sur Optastat et là je me suis rendu compte que tout était payant. Bon bah voilà, j'ai laissé tomber. Non mais c'est ça le problème. Alors ensuite, j'ai été voir le compte Twitter de Optastat en espérant qu'il me délivre un petit truc croustillant sur Rennes ou sur Marseille. Alors sur Rennes, ils ont indiqué dans un récent tweet que Rennes n'avait remporté aucun de ses 9 derniers matchs de Ligue 1. Soit pour 6 nuls et 3 défaites. Donc la série commence à être un peu longue. C'est vrai. Bah, Rennes, ils sont habitués à des deuxièmes parties de saison un peu compliquées. C'est dingue, c'est toujours pareil en fait. C'est vrai. Donc ça confirme ce qu'on aurait pu imaginer. Donc ça, par contre, tu vois, ça c'est quelque chose d'intéressant à prendre en compte. Ouais. Alors ensuite, là on a parlé de la série noire, la série noire de Rennes, mais Marseille c'est pas forcément mieux non plus. On est sur une défaite, une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. C'est en mode oscilloscope oscillatoire. Ça veut dire quoi, une victoire après? Ben voilà. Et puis je pense qu'ils auront aussi à cœur de gagner le match après Nantes là. Qui a laissé quand même des traces quand même. Il y a eu certains supporters de l'OM ont parlé de faute professionnelle sur ce match-là, donc je pense que les joueurs ont sans doute envie de se racheter. Il y aura pas mal une histoire d'ego. Là, il y aura une question de rachat. Sûrement. Et ce qu'a moins Rennes. Ils sont sur une série un nul à la limite. Un nul à la limite, ça leur convient. Ça leur conviendrait, un match à l'extérieur. Donc peut-être que Rennes va au Vélodrome en jouant le match nul. Et puis voilà, moi et Dimitri Payet, Patrice Evra, faut voir ce que ça donne aussi. Je crois que ce sera le deuxième ou troisième match de Payet. Est-ce qu'ils seront un peu plus en forme? Bon, ça c'est important aussi de signaler. Ça, c'est important de signaler. D'autres joueurs, est-ce que tu as regardé? Parce que Gomis, il s'est un peu blessé. Gomis, a priori, est blessé. Donc, j'ai essayé de savoir, en termes d'effectifs, quelles étaient les indisponibilités de part et d'autre. Ça, c'est bien. Gomis, Ubokan et Clinton Ndiaye pour l'OM. Et Gnagnon, Mexer et probablement Gourcuff du côté de Rennes. Ce qui fait quand même quasiment 3 joueurs quand même structurants de l'effectif. Alors je suis pas un connaisseur très pointu du Stade Rennais, mais c'est vrai que Gourcuff, quand il est là, ça se voit. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et, on parle du fils. Et Gnagnon.
Gnagnon aussi, qui est pour moi peut-être une de ces révélations de cette saison. Et ils ont perdu, ils ont vendu Ntep, leur meilleur joueur aussi est parti. D'ailleurs, ça se ressent peut-être aussi un petit peu dans les résultats. Mais après, c'est une histoire d'économie, on ne peut pas leur en vouloir, c'est toujours pareil. Les clubs qui sont moins forts financièrement, ils sont obligés de vendre les joueurs. Ok, donc est-ce que tu as regardé d'autres... Moi, ce que je pourrais rajouter, c'est que 75% des points de Marseille ont été gagnés à domicile. Voilà, donc on va dire... Bon, après, une équipe est toujours un peu plus performante à domicile. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ? Alors, du coup, c'est cette première lecture-là que j'ai faite. Je l'ai faite sans ce site dont tu m'as parlé. Je t'ai laissé d'abord te débrouiller et puis après je t'ai donné un site. Et on peut parler du site, Soccerstat, oui, bien sûr. Soccerstat, donc du coup, a confirmé mes intentions qui étaient de parier, en tout cas sur une victoire de l'OM. Ah, là, tu avais fait du teasing, on ne savait pas encore. Et là, ça y est, tu balances. Tu paries sur une victoire de l'OM. La cote à combien ? C'était 1,60 pour 1,62 pour 1,60, 1,65, un truc comme ça. C'est pas bien élevé, ça c'est sûr, pour l'OM à domicile, sachant que bon, c'est pas non plus Marseille ne crisse pas tout sur leur passage. Pardon, il reste sur 2 matchs à domicile, 5-1 contre Montpellier, 2-0 contre Guingamp. Ce qui est pas mal. Après, bon, ils ont un peu plus de mal à l'extérieur. Ils sont pris un 4-1 chez eux contre Monaco, mais qui ne perd pas contre Monaco à la maison ? Et qui en prend au moins pas 3 ou 4. Non, mais 5. voilà, donc c'est clair, là, on peut pas, c'est pas un match référence. Et puis Rennes, ouais, ça a été faire match nul à Guingamp, match nul à Bordeaux, match nul à Angers. Bon, voilà, ce sont des équipes, on peut pas dire du bas de tableau. Bon, Angers ici maintenant, mais Guingamp-Bordeaux, bon, aller faire match nul là-bas, c'est assez intéressant. Donc, toi, tiré sur une victoire de Marseille. Alors, après, là, j'ai essayé de réfléchir en me disant, clairement, là, le plus simple du monde, là, c'est de se dire, bon, techniquement, tu prends plein d'informations, tu essayes de te renseigner, et c'est juste de réfléchir sur qui va remporter ou j'ai pas réfléchi en termes derrière de paris. Hein. En fait, ce qui se passe... Là, j'ai juste réfléchi en mode pur qui c'est qui va gagner. En fait, maintenant, il faudrait que tu imagines un scénario de match. C'est ça, en fait, ce que je dis aux gens. Il faut essayer d'imaginer un scénario de match et il faut essayer d'imaginer le scénario le plus improbable que tu penses qu'il ne se passera pas. Pour déjà t'aiguiller. C'est-à-dire que là, en gros, tu n'imagines pas, sur ce que tu m'as dit, une victoire de Rennes. Tu ne les vois pas gagner 1-0, 2-1, parce qu'il faudrait qu'ils en marquent 1 ou 2 et tu n'imagines pas que Marseille n'en marquerait pas. Au moins 1 avec Payet, avec tous les joueurs qui sont arrivés. Donc en gros, je sais pas, au pire, tu peux imaginer un match nul, toi, dans ton scénario, entre Marseille et Rennes. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais de ce que tu m'as dit, c'est un peu ça. Tu vois pas Rennes gagner déjà ? Je vois pas Rennes gagner. Voilà, donc ok. Donc là, tu vois minimum nul et victoire de Marseille. Et donc tu pars sur victoire de Marseille à une cote de 1,60. J'avais regardé le match nul remboursé, la cote elle était basse, elle était autour de 1,25. Après, ça peut être un pari que tu mets dans un combiné. Tu vois, donc match nul remboursé, je t'explique, c'est que si Marseille gagne, tu gagnes la cote d'un 25 et s'il y a match nul, on te rembourse ta mise. Ce qui fait un peu une protection par rapport à 1,60. Bien sûr, la cote est beaucoup moins intéressante. Donc, et dans le foot, il y a beaucoup d'impondérables. Voilà, il n'y a plus de poteau carré, mais bon, ça peut jouer aussi. Donc moi, j'ai une interrogation sur ce match. Ce sera la forme justement des nouveaux, de Payet. Qu'est-ce qu'il va faire Thauvin, Cabella, tout ça. Il y a de la technique, hein, c'est clair. Qui vont mettre Gomis ? Bon, est-ce qu'il est sûr d'être out ou pas ? Enfin, ça, j'ai pas trop regardé l'info. Mais qui mettront devant après à Marseille ? Voilà, toutes ces interrogations-là. Mais normalement, Marseille, j'imagine qu'ils vont au moins marquer un but. Ok. Et j'ai du mal à voir Rennes en marquer. Déjà, j'ai du mal à en voir marquer un. Alors 2, ça va être compliqué. Donc, ce pari-là, tu peux aller sur une victoire de Marseille. Et comme tu dis, j'imagine aussi un esprit de revanche par rapport à ce qu'ils ont fait à Nantes. Je pense que là, et puis en plus, tu dis que le public, ça va pousser derrière. Alors, est-ce que Rennes est la proie idéale ? Ils font que des matchs nuls plus 5 matchs. C'est-à-dire qu'il n'a jamais rien. Si tu me dis que Gourcuff n'est pas là, ça va plutôt jouer défensif. Écoute, moi j'aurais beau te dire, moi je suis plutôt adepte des recombinés et de prendre Marseille handicap 0 et de le recombiner avec autre chose. Donc c'est-à-dire tu fais Marseille 1,25 multiplié par une autre cote. Hein. Voilà. Mais bon, ton choix c'est Marseille victoire sèche autour de 1,60. Donc écoute, la semaine prochaine Nathan sera là, mais je reviendrai sur ce match-là. Et puis, écoute, je te souhaite que Marseille gagne. Désolé, hein, les copains de Radio Laser.
pour Rennes. Mais après, voilà, faut juste être réaliste. Après, si Rennes gagne, ce sera quand même une grosse surprise. Pour nous, en tout cas. Et pour eux aussi, je pense. Voilà, donc, écoute, merci Pierre-Yves de m'avoir accompagné pour cette émission. Et je vais conclure tout de suite cette émission. Donc, au programme de l'émission de la semaine prochaine, on fera un point NBA et j'aurai un invité de marque. Brice Vounang sera là pour, justement, pour un petit peu parler de NBA, voir un petit peu où on en est en cette partie de saison. Donc, vous pouvez me retrouver sur mon blog www.parier-gagnant.com en podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye à tous. Radio Parier Gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif.